6 ans après mon premier voyage au Vietnam, je me sentais toujours sous le charme de ce pays, émerveillé par tant de beauté et de simplicité. Je voulais que Sylviane fasse la connaissance de mon ami Bin, et aussi lui faire partager cet envoûtement. La vie rurale m'avait enchanté. Pour ce nouveau périple, ce sera une découverte plus intime de cette vie pastorale, et de lieux magiques qui pour moi symbolisent cet attachement à ce Vietnam du Nord. Le Vietnam au nord est frontalier de la Chine, à l'ouest du Laos et du Cambodge, 2 pays dont il est séparé par la cordillère Annamitique. Cette chaîne de montagnes court sur près de 1100 km. Au sud, elle laisse la place au delta du Mékong, et au nord, au delta du fleuve Rouge. Notre circuit nous conduira essentiellement à travers le Vietnam du Nord. En fin de séjour, une escapade nous fera découvrir les environs de Hoi An et la lagune de Tam Son. Je me rappelle de Hanoï comme une ville où il fait bon vivre. Nous n'y resterons qu'une nuit. Le lac Hoan Kiem est le fil rouge reliant le passé au présent et un symbole lié à la vie des Vietnamiens. Au centre de la capitale, c'est un endroit reposant. Le soir, quand cette zone est devenue piétonne, ce lieu de rassemblement est très animé, joyeux et convivial. Il est 6 heures, Hanoï s'éveille. Tout autour du lac, des marcheurs et joggeurs entament leur réveil physique. On y retrouve des hommes et des femmes de tous âges. Ils marchent ou courent sous les flamboyants. Ce sont ces arbres qui donnent à la ville des couleurs magnifiques lors de leur floraison. Après les premières offrandes dans les temples, j'assiste à un spectacle saisissant. Avant que le fracas de la circulation ne s'empare des grands axes, des centaines d'habitants s'installent le long des berges du lac, comme dans la plupart des autres parcs. À leur programme, exercice physique de tout style. L'objectif est de réveiller son corps et de se consacrer à son bien-être. Valse, pas de danse. Des couples élégants évoluent autour de la statue du roi Litaito, emblème de la ville. Tout le monde semble se connaître. Un groupe forme une farandole immobile. Chacun tape en rythme sur le dos de son voisin. On se congratule, on se prend dans les bras. Une partie de foot s'organise autour du solo, crachant une suite ininterrompue de rythmes techniques. Il est 7 heures. Le jour est totalement levé. Plus loin, un groupe de délicieuses dames âgées s'agite sur une macarena. C'est au travers de ces scènes que je m'imprègne de cette autre culture, de cet art de vivre. Il est temps maintenant de partir déjeuner et de quitter Hanoï. C'est dans un atelier de Hanoï que nous avons découvert les secrets de l'art délicat et subtil de la laque. Voilà. Ce sont des coquillettes de canne. De canard seulement. Que de canard. Ils sont plus solides. Pour la laque, c'est plus solide. Mais ils ne sont pas les honneurs pour manger. On les a couvés. Comme ça, elle n'a pas de manque. Ça tient mieux. Et vous avez la couleur naturelle et blanche. La couleur là, c'est parce qu'on a. C'est là-bas ou. Ah non, là-bas. C'est en bas. Ah oui, oui. Bin nous fera la surprise, avant de nous conduire à son domicile, de la découverte du village de Can No, consacré à la fabrique de meubles. Dans ces entreprises familiales, la frontière entre vie personnelle et professionnelle est ténue. La présence parmi les billes de bois de nombreux bonsaïs séculaires est signe de richesse et de prospérité. Notre balade débute par le cirque. Le débitage en planche est l'élément de base de la fabrication de meubles. Ici, on sculpte, on ponce, on teinte, on patine, on lustre,
on transporte et on boit le thé, bien sûr. L'artisanat au Vietnam s'organise en corporations liées à des bourgades. Il existerait 1500 lieux de production. C'est l'élément d'un riche patrimoine culturel villageois. À la fin de la conquête chinoise, on assista à l'essor de ces villages. Vers l'an 1010, l'empereur Li Taito transféra la capitale impériale à Tan Long, au bord du fleuve Rouge. De nombreuses communes développèrent alors des activités artisanales destinées à la cour impériale. Grâce à l'octroi de monopoles, il crée des objets de luxe, soieries, céramique, bijoux, lacs. Toute une corporation d'artisans spécialisés dans la construction des riches demeures de la cour impériale était à la disposition de l'État. Plus tard, ces villages ont su très tôt intégrer les activités à caractère industriel dans l'économie rurale. Elles procurent une source de revenus pour compléter l'agriculture, améliorer le niveau de vie et permettre d'investir. Pour des voyageurs curieux, une escapade auprès des villages de métiers est une étape enrichissante à ne pas manquer. Dans cette autre bourgade, chaque cour renferme un atelier familial de fabrication de chapeaux coniques. Les femmes, la plupart du temps en groupe, papotent tout en travaillant. Ce chapeau restera pour moi le symbole de ce pays et du charme vietnamien. L'armature du chapeau est composée de cerceaux de bambou, sur lesquels sont cousues les 3 couches de feuilles de latanier. Très léger, fragile, cet objet est porté par les femmes du nord au sud, sans distinction d'appartenance sociale. Une personne qui peut faire 2 chapeaux coniques comme ça par jour. Autre sorte de chapeau conique. Voilà. Autre type. Prendre la route n'est jamais monotone. Ici, dans ces ateliers, des artistes sculptent de grosses souches de bois. La vallée de Mai Chau, avec ses rizières et ses ethnies accueillantes, est devenue une destination prisée des voyageurs, vietnamiens et étrangers. Nous serons hébergés dans un hameau éloigné à Mai Ish. Ce sont les Thaïs qui peuplent ces vallées. Agriculteurs, ils sont polyvalents et deviennent charpentiers et bâtisseurs. L'accueil des visiteurs y est encore restreint, ce qui permet de conserver une certaine authenticité. Nous renouons avec le plaisir de fouler les paisibles chemins de campagne. Ces escapades dans cette vallée verdoyante sont de vrais moments de quiétude et de repos. Le cadre est splendide et propice à de belles balades bucoliques. Plusieurs matériaux permettent de fabriquer les baguettes servant de couvert de table. Au Vietnam, celles en bambou sont les plus populaires. Les ressources sont abondantes et ce matériau est souple et solide. Ce bambou est pesé dès l'arrivée à l'atelier et payé à l'agriculteur. S'ensuit pour lui ensuite une transformation rapide pour terminer dans un bruit incessant en fine baguette rectiligne. Le bambou est la plante à usage multiple qui berce la vie des Vietnamiens du berceau à la tombe. L'usage des baguettes est depuis si longtemps ancré dans les mœurs qu'il s'accompagne d'une véritable philosophie. Tout d'abord, celle du couple. Un proverbe en est la preuve. Mari et femme sont comme des baguettes, ça va par paire. Ce même bambou est aussi le combustible des fours de séchage. Dans ce même village, près du hameau de Mai Ish, un autre atelier étonnant nous accueille juste avant l'heure de la fermeture, celui des cure-dents. Ils sont également taillés dans du bambou. Les conditions de travail semblent épuisantes au regard de la chaleur sous les hangars métalliques, du bruit des machines et surtout de cette poussière omniprésente qui s'immisce partout.
Il nous faudra attendre sagement que les bateliers soient rassasiés pour traverser la rivière Noire. Longue de 900 km, il s'agit du plus gros affluent du fleuve Rouge. Sa largeur exceptionnelle est due à un barrage, l'un des plus importants de l'Asie du Sud-Est. La courte traversée me permet d'apprécier la puissance du fleuve et la beauté de la vallée. Tout se passe sereinement. Un remorqueur poussif guide le bateau vers l'autre berge. À l'entrée de Nialo, les sculpteurs de pierre ont élu domicile sur les bordures des routes. Les blocs de marbre, arrachés à la montagne, se découpent sur place. En passant entre les mains des artisans du village, les gros blocs sont taillés pour devenir du mobilier de jardin. Les blocs plus petits finiront en différentes œuvres d'art, très kitsch. Les maisons des artisans sont à la fois boutiques et ateliers. Accolées les unes aux autres, elles présentent une litanie d'objets sculptés, divers et variés. J'ai l'impression d'être égaré dans un univers fantasmagorique où tout est pétrifié. Les Vietnamiens viennent au marché tout d'abord pour y faire leurs achats alimentaires. À Nialo, petite ville, ce lieu d'échange est quotidien. Les produits sont du jour, car ici, on ne cuisine que du frais. Les légumes et les fruits sont appétissants de fraîcheur. Les animaux, tels que les volailles, les poissons, les chenilles, sont vendus vivants. Le marché au Vietnam est un élément central de la vie sociale. C'est l'occasion pour les familles de se rencontrer, de montrer le dernier petit enfant, de se mettre d'accord sur le meilleur moment pour préparer la rizière ou pour moissonner. Après le marché, c'est l'effervescence joyeuse en cuisine, pour notre plus grand bonheur. Il y a des pays où la pluie fait partie du paysage, et sans elle, le voyage manquerait de saveur. Depuis Nialo, nous empruntons la route dite des photographes. Les paysages montagneux sont somptueux. Ce sera l'occasion de faire une balade dans la vallée de Toulé. À cette altitude, une seule récolte annuelle de riz est possible. Nous sommes fin avril, et le repiquage des jeunes plants vient d'avoir lieu. Les cultures en terrasse sculptent ces paysages d'altitude. Je reste en contemplation devant ces prodigieux aménagements, admiratif devant le travail des agriculteurs thaïs. La mécanisation n'a pas sa place ici. La moisson se fera en octobre dans les montagnes.
Les amphithéâtres de rizières en terrasse ont toujours exercé un pouvoir hypnotique sur moi. Les rizières deviennent alors d'immenses miroirs où vient se refléter le ciel. L'eau de pluie remplit les terrains labourés, le repiquage de riz va pouvoir commencer dans ces parcelles encore libres. Un petit coup de rouge. Vas-y. De la viande. On va laver Les 25 norias de la Namu River tournent sans fin et remontent jour et nuit l'eau de la rivière vers les rizières. Ce sont des œuvres éphémères. Les crues violentes de la mousson les détruisent. Les paysans taillent et montent les reconstruisent inlassablement année après année. Chaque noria mesure environ 6 mètres de diamètre. L'axe central, récupérable, est fait d'un bois léger et résistant à l'eau. Les rayons sont en bambou. Les panneaux rectangulaires en bambou tressé servent de pale pour entraîner la roue. L'eau est stockée, remontée dans des tuyaux de bambou avant de se déverser dans des canalisations de ce même matériau. Ce spectacle me ravit, autant pour la beauté des lieux que pour le courage de ces hommes. Les Hmong sont un peuple nomade d'éleveurs et de cultivateurs. Cette ethnie minoritaire préserve un mode de vie ancestral. Elle est fortement attachée à la protection de ses coutumes et de ses traditions. Comme partout, les femmes travaillent beaucoup et s'attellent à toutes les tâches. Donc ici, on n'a pas de frigo pour garder de la viande. On peut Les Hmong sont l'une des 53 minorités ethniques. Elles sont installées dans les régions montagneuses les plus reculées et les plus inaccessibles du pays. En dépit des récents efforts de l'État pour réduire leur niveau de pauvreté et leur donner plus largement accès à l'éducation, ces ethnies restent les oubliées de la modernisation. Le gouvernement, conscient de la manne touristique qu'elles représentent, les encourage à préserver leur identité et leur culture traditionnelle. Le marché de Baka est un des plus colorés du nord du pays. La journée commence par un repas copieux, car ici on s'est levé tôt. Le fumet des plats qui cuisent dans des gros chaudrons embaume l'air. De nombreuses minorités ethniques habitent les montagnes et le marché dominical est l'occasion de s'y retrouver et de commercer. Les femmes marchent depuis des villages éloignés sur des chemins escarpés, harnachés d'une hotte chargée de produits alimentaires. Les Hmong ont revêtu leurs plus beaux costumes traditionnels. Tôt le matin et jusqu'à midi, le marché grouille, bouillonne d'activité. Les petits tas de piments côtoient les montagnes de tomates, de courgettes, de pousses de bambou, de fruits. Lieu de négoce, le marché est aussi un lieu de rencontre pour les ethnies. On s'enquiert des nouvelles des autres villages, des familles éloignées et aussi des potins de la semaine.
Cela se passe autour des étals ou devant quelques verres d'alcool de riz. Un peu plus loin, on retrouve le commerce des animaux traditionnels, mais aussi des chiens et d'autres animaux. Sur le plateau, le marché aux bestiaux bat son plein, et les odeurs qui vont avec. Dans chaque maison traditionnelle, on recherche l'autosuffisance alimentaire. On y trouve de tout. Un étang pour l'élevage de poissons, un verger, un potager bien entretenu, des cochons, des poules et des canards. À Atan, nous serons hébergés chez Doan. Dormir chez l'habitant est toujours un pur moment de bonheur, de découverte et de partage de leur vie. La nourriture nous ravit. Consommer les produits frais de la ferme est un régal. La maison sur pilotis dispose d'une grande pièce commune. La partie nuit est délimitée par des rideaux qui apportent un peu d'intimité. Ce tourisme communautaire est une source de revenus complémentaires. Le matin, après dégustation de bonnes petites crêpes maison, ce sera l'occasion de découvrir le village avec ses rizières en terrasse et d'observer la vie locale. Cái bên này cậu chơi cái bên góc này tí nữa này, bên này này. Đây nó đang ngã bên này mà. Ôi nó bên bà. Mà để cơ. Quá xinh. Ils vont après, bon, ils font aussi toujours entrer à Arrivé à la scierie, le bois est stocké sur le parc agrumes, puis découpé en billes de 1,50 m à 2 m. L'écorçage est exécuté souvent à la tronçonneuse et sans protection. Attention aux pieds. Pour les billes bien rondes, l'utilisation d'une écorceuse facilite l'opération. Le bois est ensuite débité en bandes. C'est l'opération de déroulage du bois. Dérouler du bois consiste à fixer la pièce cylindrique sur un axe rotatif à l'aide de griffes. Un couteau déroule le bois à mesure que l'axe tourne, à la manière d'un gros rouleau de papier. Les premiers éléments détachés sont sans valeur. Ensuite, on obtient une feuille continue. Le déroulage est utilisé pour la fabrication des feuilles minces qui, par collage, donneront le contreplaqué. Le bois est ensuite mis à sécher dans de grands parcs ou sur le bord des routes.
Comme vous pouvez le constater, ici comme ailleurs, les femmes sont au travail. Nous assistons à la fabrication artisanale de pâtes à partir de plantes. Curieux. Il s'agit d'une variété comestible de canna et une fécule est extraite de son rhizome. Celle-ci servira à produire des nouilles. La farine issue de cette plante est mélangée à l'eau, puis chauffée, pressée et étirée pour en faire les nouilles. Le séchage est réalisé sur des clés de bambou. Rien de très spectaculaire dans ce village, spécialisé dans la fabrication de bâtons d'encens. Une cinquantaine de foyers d'artisans y résident. On y retrouve la vie quotidienne dans toute sa simplicité. Les enfants vont à l'école, les hommes sont dans les champs. Durant les périodes plus calmes, les hommes et les femmes coupent avec une habileté incroyable des bûchettes de plus en plus fines dans du bambou. Après cet exercice périlleux, les baguettes sont enduites d'encens. Il s'agit d'un savant mélange de gomme arabique, de sciure de bois et de pâte parfumée. Le tout est réduit en poudre. Un secret de fabrication est le mélange de la pâte avec de l'eau. L'encens est un élément important. Nul ne visite une pagode, un temple ou l'autel des ancêtres sans brûler de l'encens. Le nombre de bâtons brûlés varie selon l'occasion, mais le total doit impérativement être un nombre impair. La fumée qui s'échappe symbolise la communication avec l'au-delà. Le travail des ateliers s'anime considérablement pendant les mois précédant la fête du Tête. Au milieu de la vallée entourée de pitons calcaires, coule la rivière Kesson. Les bosquets de bambou plongent leurs racines dans une eau bleue de jade. Cette eau est pompée par des norias pour alimenter les rizières. La sérénité de cette vallée est rompue lorsque la rivière atteint une corniche de calcaire pour former la cascade de Bonzol. Les chutes forment un site naturel impressionnant. Cette cascade forme la frontière naturelle avec la Chine et partage ses eaux entre les deux pays. L'eau chute d'une trentaine de mètres sur 300 mètres de large. Quelques pêcheurs intrépides jettent leurs lignes dans la cascade.
Les feuilles de tabac sont fréquemment récoltées à la main à mesure qu'elles parviennent à maturité sur la tige. Elles sont ensuite fixées sur des bâtons et suspendues sur plusieurs étages à l'extérieur. Un four les accueillera ensuite pour le séchage. Le traitement du tabac se fera en usine. Le parc national de Babé est une magnifique réserve naturelle. Comment décrire ce joyau? Imaginez un petit lac entouré de montagnes, d'une jungle luxuriante ainsi que des grottes et des chutes d'eau. Le tout parsemé de villages des ethnies Hmong, Dao ou Thaï. Puisque nous ne restons qu'une journée, nous choisissons de faire une balade en bateau sur le lac. Nous embarquons en direction du nord. Les rives se rapprochent et finissent par se transformer en une rivière. Nous la remontons avec notre embarcation. Nous atteindrons la grotte de Purong, un tunnel de 300 mètres de long, 30 mètres de haut, que la rivière a creusé à travers la montagne. Cette caverne abrite des milliers de chauves-souris. La rivière devient de plus en plus tumultueuse jusqu'aux chutes de Dao d'en haut. C'est une série d'impressionnantes cascades coincées entre les rochers. Nous continuons la balade à pied et traversons des villages. Je prends plaisir à observer la vie locale. Nous reprenons le bateau pour descendre la rivière Nord. En raison de son isolement, ce parc national est reposant et d'une tranquillité absolue, privilégiant la beauté sauvage. Dans la région de Tam Coc, le site de Van Long est un endroit charmant pour une balade au fil de l'eau. Nous évoluons dans le calme entre les rizières et des pitons en forme de pain de sucre. Le batelier insuffle un rythme paisible à notre promenade et nous incite à la rêverie. Le site se compose d'un ensemble de cavernes et de rivières souterraines. Tam Coc, surnommé la baie d'Along terrestre, est un petit village situé à 7 km au sud de Ninh Binh. L'eau est omniprésente. Le vélo est idéal pour découvrir ce paysage aquatique. Nous prenons plaisir à découvrir ces milliers de pics karstiques entourés de rizières. La région recèle de jolis temples comme la pagode de Bijdong où ont été tournées des scènes du film Indochine. L'infinité d'îlots de la baie d'Along, véritable voie lactée d'îles baignant dans les eaux turquoises de la mer de Chine, est l'une des merveilles du Vietnam. La baie s'étend sur 1500 km² et compte environ 1900 îles. Le nom Along signifie « là où le dragon descend dans la mer ». L'une des légendes, ma préférée, raconte que des dragons seraient descendus du ciel, envoyés par l'empereur de Jade pour aider les Vietnamiens à combattre l'envahisseur. Ils crachèrent des milliers de perles, qui se seraient transformées en îles. Lorsque les bateaux des ennemis arrivèrent, ils se fracassèrent contre les rochers. Nous lèverons l'ancre pour une croisière de 2 jours dans la baie de Thu Long. Celle-ci, moins fréquentée, est tout aussi belle.
Notre jolie cabine dispose d'un balcon privé. Le romantisme est de mise. L'ensemble de ce paysage d'eau et de pierre donne un spectacle à couper le souffle. Au fil de la croisière, la jonque fera escale pour nous permettre de visiter des grottes naturelles. À la tombée de la nuit, les pains de sucre se nimbent de voiles fantomatiques, apportant plus encore d'intensité au mystère de ce labyrinthe rocheux. Ce paysage d'estampes ne cessera sans doute jamais d'ensorceler le voyageur. Le doux clapotis de l'eau nous bercera toute la nuit. Certaines de ces grandes îles abritent des lagons protégés des tempêtes et sont habitées par des pêcheurs. Tôt le matin, nous arrivons dans l'une d'entre elles, le village flottant de Viundieng. Récemment, ces pêcheurs ont été déplacés et sédentarisés hors de la baie. La baie de Tulong a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1993. Le site est victime de la pollution. Ses eaux sont souillées par les rejets de métaux lourds, de pétrole et autres sédiments liés aux activités industrielles, mais aussi par les eaux usées de l'agglomération d'Haiphong, non équipée d'une station d'épuration. La baignade y est aujourd'hui interdite. La présence de vertigineux empilements de bois le long de la route menant à Pulang m'intrigue. Bin, amusé, viendra à mon secours et me donnera la réponse. Ce bois est le combustible pour les fours servant à cuire les poteries. Pulang est l'un des 6 villages de potiers du delta du fleuve Rouge. Ce patrimoine artisanal, ancien, est associé à un beau patrimoine architectural. Tout ici est tourné vers cette fabrication. Les ateliers se sont associés dans une coopérative qui facilite la diffusion et la modernisation des techniques artisanales. Ces coopératives dispensent des cours de formation aux paysans des alentours. Chaque famille garde ses propres procédés de fabrication et ses techniques de cuisson. Voilà les femmes. Vous lui donnez un coup de main. Une promenade dans l'atelier me permettra de découvrir tout ce processus. Préparation de la glaise, tournage, séchage, enduit, cuisson. La tradition veut que ce soit une femme qui travaille sur le tour du potier. La technique des colombins, où l'on monte progressivement des anneaux d'argile, est un façonnage épuisant. La décoration représente souvent des fleurs, des caractères chinois. Ce sont des peintres généralement anonymes qui travaillent en série. Ces dessinateurs talentueux tracent à main levée des images complexes. Impossible d'effacer une bévue sur l'argile poreuse. Les potiers du village produisaient essentiellement des objets utiles à la vie quotidienne des villageois. Les marmites, jarres, bols, brûle-parfums. Plus récemment, certains jeunes artisans du village ont commencé à se reconvertir dans la céramique artistique. Les pièces fabriquées sont cuites dans des fours vastes de type couché. L'utilisation du bois comme combustible présente de graves problèmes environnementaux. On doit aller de plus en plus loin pour en trouver, et la fumée dégagée pollue l'air du village. D'autant plus qu'en cas de pénurie de bois, on complète par du charbon. À Pulang, les potiers du village produisaient autrefois essentiellement des objets utiles comme des tuiles. Cette production artisanale est devenue marginale.
La lagune de Tam-Son est une vaste étendue d'eau saumâtre. Sa longueur de 70 km en fait l'une des plus importantes du Vietnam. Elle est formée par l'embouchure de 3 rivières. J'ai tout de suite succombé au charme de cet endroit. La beauté du lieu est à couper le souffle. Quelques rizières sont encore verdoyantes, mais la plupart des champs sont arrivés à maturité et demandent à être moissonnés. Le vélo est le moyen de locomotion idéal pour serpenter sur les digues très encombrées et animées. J'observe tout ce travail où tout le monde s'investit. Dans cette région, il y a 3 récoltes par an. Nous assistons à celle du printemps. Le fauchage est réalisé manuellement tandis que le vanage est mécanisé. Les premières lueurs rougeoyantes de l'aube coïncident avec le retour des barques de pêche. L'économie de la lagune repose également sur la pêche et les fruits de mer. Au petit matin, après une dure nuit de travail, les pêcheurs rentrent au port avec les prises de la nuit. Les mareyeuses les attendent et les négociations sont âpres. L'argent change de main. Entre la lagune de Tam-Son et la mer, on trouve d'étranges constructions. Il s'agit de tombeaux et de temples familiaux. À la fois spacieux, opulents et colorés, les familles rivalisent d'ingéniosité pour offrir les plus beaux bâtiments à leurs ancêtres. Les Vietnamiens appellent cet endroit la cité des tombeaux. Cette région a vu l'exode de nombreux boat people. Le départ s'est peut-être fait dans ces mêmes bateaux de retour de pêche. Ce sont aujourd'hui les Vietnamiens d'outre-mer qui financent ces édifices étonnants, cherchant toujours plus de grandeur et de somptuosité que les tombeaux voisins.
Nous enfourcherons nos vélos pour apprécier pleinement le cadre charmant des environs de Hoi An. C'est une balade bucolique dans la campagne environnante avec toujours le plaisir renouvelé d'observer le bain des buffles. Nous arriverons au but de notre promenade, le village de Traqué. Celui-ci est réputé pour ses jardins potagers biologiques, produisant des légumes et des herbes aromatiques. 400 cultivateurs vivent sur place, dans cet endroit paisible. Les algues récoltées dans la rivière servent à fabriquer un engrais naturel. Đường mình viết xe ta băng qua hầu người nhớ anh nằm bé bước chân đi vì thương non sông tôi gạt nước mắt vẫn đi từng đêm mơ ngẩn ngây áo về anh nói một năm nữa anh về mùa mưa này đến tôi vẫn vui đón đèn khuya một bóng